Bonjour, donc je suis le docteur Laurence Plumet, je suis médecin nutritionniste, praticien hospitalier et je suis la fondatrice de la napsothérapie, métier de prévention et de conseil dans le domaine de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus spécialement du gras. Vous savez, le gras du corps, je ne parle pas du beurre, de la crème ou des huiles, non, je parle bien du gras du corps, ce qui obsède toutes les femmes et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de s'en débarrasser. Eh bien moi, je vais donc consacrer ce podcast à ce gras, je vais vous expliquer tous ces secrets, vous allez tout comprendre sur les mécanismes de développement du gras, et de savoir à quel moment il est gentil avec vous et à quel moment il devient un peu plus méchant. Donc nous allons voir ça ensemble. Tout d'abord, le gras est-il notre ami ou notre ennemi ? Bien évidemment, le gras est notre ami. Figurez-vous que c'est un organe noble. Et oui, vous avez 2 reins, vous avez un cœur, vous avez un foie et vous avez du gras. Le gras, il est nécessaire à la vie et à votre santé, à tel point qu'il représente environ 20 à 25% du poids de votre corps. Ça veut dire qu'une femme qui pèse 60 kg, elle a entre 10 et 15 kg de gras en elle. Et c'est normal parce que cet organe, il est absolument indispensable. Pourquoi ? D'abord parce que le gras, c'est du stockage d'énergie. Donc c'est comme si vous partiez en randonnée sans sac à dos si vous n'aviez pas de gras. Vous partez en randonnée avec un sac à dos et des réserves, c'est exactement la même chose avec votre gras. Donc ce gras, il est utile parce que premièrement, c'est une réserve d'énergie. 1 gramme de gras stocke 9 calories. Vous avez 25 milliards d'adipocytes, ce sont les cellules graisseuses, dans votre corps. Et vous avez environ 15 kilos de gras, comme je viens de le dire. Ça représente à peu près 100 000 calories de réserve énergétique, ce qui permettrait au corps de survivre pendant 40 jours de jeûne. Donc, réserve énergétique très importante. Ensuite, le gras, il communique avec les autres organes. Il communique avec votre cerveau, avec le foie, avec le microbiote. Il régule aussi vos comportements alimentaires. Si vous mangez beaucoup, le gras va se dire « Ouh là là, on se développe un peu trop, il va falloir manger moins ». Donc les personnes qui conservent une corpulence normale, elles mangent beaucoup moins après quelques jours d'abondance. Ça s'appelle la régulation du comportement alimentaire. Donc ça, merci le gras. Le gras, ensuite, il fabrique des hormones sexuelles. Il a la capacité, avec une certaine enzyme, de transformer la testostérone en estrogène. Ce qui veut dire qu'il y a un lien direct entre votre gras et la fertilité. Autrement dit, les femmes qui sont très très maigres, qui ont très peu de gras, ont des problèmes de fertilité et les femmes qui sont en situation d'obésité ont également des problèmes de fertilité, rapport à la sécrétion d'estrogène qui ne se fait pas ou qui se fait trop. Donc vous voyez, dans le juste milieu, le gras joue un rôle important dans votre fertilité. De plus, le gras, c'est un stockeur de polluants parce que tous les jours, vous mangez des pesticides et des tas d'additifs. Or, la plupart de ces additifs sont ce qu'on appelle lipophiles, c'est-à-dire qu'ils vont se stocker dans le gras. C'est parfait pour votre masse graisseuse. Autrement dit, toutes ces cochonneries que vous mangez, elles sont stockées dans votre gras. C'est formidable, ça épargne toutes vos cellules. Et d'ailleurs, la vitamine D, qui est une vitamine liposoluble, va elle aussi être captée par votre gras. Ce qui fait d'ailleurs que chez les personnes qui souffrent d'obésité, on retrouve souvent une carence en vitamine D car elle est piégée dans le gras. Et donc, on est amené à supplémenter en vitamine D les personnes qui souffrent d'obésité. Donc, vous voyez que le gras, il est vraiment important. Stockage d'énergie, fabrication d'hormones sexuelles, communication avec les autres organes, régulation de votre comportement alimentaire et stockage de polluants. Waouh! Et c'est pour toutes ces raisons que le corps il tient à son gras. Et c'est pour cette raison aussi que vous avez beaucoup de mal à le perdre parce que pour le corps, c'est vital d'avoir 20% de son poids sous forme de gras. Donc, c'est un ami. Après, la vie est ce qu'elle est. Il peut y avoir une maladie, il peut y avoir des médicaments, il peut y avoir une souffrance psychologique, il peut y avoir une alimentation débordante de gras et de sucre, il peut y avoir une sédentarité excessive. Et pour toutes ces raisons, vous allez vous mettre à grossir. Le gras, il devient malade. Voilà. Plus il se développe, plus il devient inflammatoire, plus il se fibrose, plus il est malade et plus il vous rend malade également. Diabétique, cardiovasculaire, risque de cancer, bref. Mais là, ce sont les accidents de la vie. Et là, dans ce cas, on tombe dans une situation pathologique où le gras devient malade. Et là, s'il est malade, il devient votre ennemi parce qu'il va propager sa propre maladie au reste du corps. Et on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Donc en fait, est-ce que tout ce que l'on mange en quantité excessive se transforme en graisse ? Non. En fait, le sucre, oui.
Le sucre, quand vous mangez quelque chose de très sucré, que vous en mangez en quantité importante, vous allez sécréter beaucoup d'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone qui va ouvrir les portes des récepteurs à la surface de vos cellules et faire rentrer le glucose dans les cellules adipeuses, dans les adipocytes. Bon, l'insuline fait aussi rentrer le gras. Si vous mangez gras, des charcuteries, des plats en sauce, de la malbouffe, entre guillemets, l'insuline fait aussi rentrer le gras dans les cellules adipeuses. Donc quand la cellule adipeuse voit arriver tout ce sucre, tout ce glucose et tous ces acides gras, le tout chapeauté par l'insuline, tout ceci rentre dans la cellule adipeuse qui va rassembler ces molécules pour faire des gouttelettes de lipides. Et ça va former une grosse vacuole graisseuse qui va remplir l'adipocyte. Donc trop de gras, trop de sucre, oui, ça fait grossir l'adipocyte. En revanche, si vous mangez des protéines, les protéines, ça ne fait pas grossir. Les protéines venant de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers ou des végétaux, des légumes secs. Donc les protéines, elles, quand vous les mangez, elles sont digérées, elles libèrent des acides aminés et ces acides aminés sont captés par les cellules et par les fibres musculaires puisque c'est la nourriture essentielle du muscle. Mais ces acides aminés ne sont pas utilisés par les cellules adipeuses pour faire du gras. Donc c'est la raison pour laquelle c'est bon de manger riche en protéines, d'ailleurs dans le cadre d'un régime. D'abord parce que ces aliments sont très rassasiants. Quand vous mangez une belle pièce de viande ou de poisson ou 2 œufs durs, vous êtes calé. Et de plus, donc, vous mangez moins sur le reste du repas et ça vous donne moins envie de grignoter entre les repas. Donc voilà, les protéines ne font pas grossir et ça permet d'être rassasié durablement. Donc c'est bien de manger des protéines et d'en avoir suffisamment. La cellule graisseuse, elle est vraiment extraordinaire. Elle a des capacités qu'aucune autre cellule n'a. Première capacité, elle peut augmenter son volume jusqu'à 15 fois son volume. Autrement dit, vous, à l'âge adulte, quand vous mangez de trop, vous allez stocker cet excédent d'énergie dans vos cellules adipeuses. Et elle va se mettre à gonfler, 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 jusqu'à obtenir 15 fois son volume. Et vous grossissez par la même occasion. Mais à un moment donné, quand elle a atteint son maximum de volume, alors que la personne continue de beaucoup manger, elle a une autre capacité qui est celle de recruter. Et donc, elle va recruter d'autres cellules qui se trouvent dans le tissu adipeux, qui sont des cellules au chômage, que l'on dit indifférenciées. Ces cellules n'ont aucun caractère particulier, mais les adipocytes vont les recruter en leur disant « Hé, toi, tu es au chômage, ben viens donc, on a besoin de toi parce qu'on a encore des calories qui arrivent. Nous, on peut plus les absorber, on est trop gros, donc viens, transforme-toi en adipocyte. » Et ces cellules indifférenciées vont se transformer en cellules graisseuses qui, à leur tour, vont stocker leur énergie sous forme de graisse. Voilà pourquoi on pourrait grossir indéfiniment. D'ailleurs, moi, dans ma patientèle, il est courant que je vois des personnes souffrant d'obésité et pouvant peser jusqu'à 200 kilos. Mais aux États-Unis ou dans les pays d'Amérique latine, où il y a énormément d'obésité massive, on peut voir des personnes pesant 250, voire 300 kilos. On peut grossir à l'infini, puisque même quand les adipocytes ont atteint leur taille maximale, ils recrutent d'autres cellules pour se transformer en adipocytes. Donc ça peut continuer indéfiniment. Alors, ceci dit, vous pourriez me dire, mais la cellule adipocytaire, elle ne meurt jamais ? Mais si elle meurt, comme toute cellule, elle n'a pas acquis l'immortalité. D'ailleurs, un adipocyte a une espérance de vie en moyenne de 10 à 20 ans. Et on considère que tous les ans, 10% de notre tissu adipeux est renouvelé. Ça veut dire que tous les 10 ans, on a complètement renouvelé notre masse graisseuse. Donc vous voyez que le tissu adipeux, c'est un tissu qui est vivant. Il ne faut pas vous imaginer que ce soit un organe comme ça, tranquille, où il ne se passe rien. Pas du tout. D'ailleurs, ce tissu adipeux, il peut se répartir de façon différente dans le bas du corps, au niveau des fesses, au niveau des cuisses. C'est assez souvent chez les femmes que ça se passe sous l'effet des hormones sexuelles, alors que chez l'homme et chez la femme ménopausée, le gras va plutôt se déposer sur le haut du corps. Donc c'est le gros ventre et de la graisse abdominale profonde qui donc entoure les viscères et peut même rentrer à l'intérieur des organes. Bon. Eh bien, ces tissus adipeux sont différents dans leur fonctionnement. Bon, ils sont tous d'une couleur un peu beige jaunâtre, mais le tissu adipeux des cuisses et des fesses,
il est relativement inerte. Avec le temps, il se fibrose, ce qui donne cet aspect de cellulite et de peau d'orange, et c'est rudement difficile à faire partir. Et c'est pas très mauvais pour la santé. C'est juste pas très esthétique pour certaines femmes qui s'en plaignent d'ailleurs et qui cherchent absolument à s'en débarrasser à coups de massage, voilà, et d'action mécanique. Mais la graisse du ventre, qui est typique de l'homme et de la femme ménopausée, qui est très sensible à l'imprégnation hormonale de type testostérone, ça, c'est de la mauvaise graisse. Parce qu'elle entoure les organes et elle rend le foie malade. Elle va provoquer ce qu'on appelle le foie gras aussi, qui sont des cellules hépatiques qui sont gorgées de graisse et qui ne fonctionnent plus normalement. Et donc, ce tissu adipeux de la graisse abdominale profonde, c'est là qu'il est dangereux. Parce que très vite, il regorge de cellules inflammatoires, il devient lui-même inflammatoire, il diffuse cette inflammation dans votre corps. C'est ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, que l'on voit d'ailleurs quand on fait une prise de sang. On voit que la CRP, qui est le marqueur de l'inflammation, est souvent élevée chez les hommes ou les femmes qui souffrent d'obésité. Et cette inflammation de bas grade, elle va provoquer tous les problèmes de santé qu'on peut imaginer. Elle va faire le lit du diabète, elle va provoquer l'augmentation du mauvais cholestérol, elle va donner de la tension, elle va provoquer une souffrance cardiaque, elle peut augmenter le risque de cancer. Et donc, pour toutes ces raisons, cette graisse abdominale profonde, elle est vraiment méchante et mauvaise. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle répond très très bien au régime et au sport. Pourquoi certaines personnes ont le sentiment de grossir plus que d'autres au moindre écart? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il faut savoir que la cellule adipeuse, elle est toujours en mouvement entre la lipogénèse, qui est le fait de fabriquer du gras, et la lipolyse, qui est le fait de le brûler et de s'en débarrasser. Quand une cellule adipeuse reste normale, entre guillemets, il y a un équilibre permanent entre la lipogénèse et la lipolyse. Voilà, donc il faut vous imaginer une baignoire qui se remplit mais qui se vide, donc le niveau reste le même. Maintenant, les personnes qui prennent du poids sont des personnes dont la lipogénèse va être plus importante que la lipolyse. Autrement dit, elles stockent plus qu'elles ne perdent. Donc comment ça peut se faire? D'abord, il peut y avoir des raisons génétiques à cela, avec des mutations génétiques, des enzymes par exemple, où la personne a des enzymes qui favorisent la lipogénèse qui sont plus actives que les enzymes qui activent la lipolyse. Ça, ce sont des raisons héréditaires. On sait que l'obésité peut se transmettre des parents aux enfants. Et donc, cette hérédité s'explique par des modifications génétiques avec activation de certaines enzymes au détriment d'autres. Donc, la personne stocke plus facilement. Ensuite, on l'a vu, les personnes qui ont pris du poids pendant l'enfance, elles ont non seulement augmenté le volume de leurs adipocytes, mais elles ont recruté d'autres cellules. Donc, elles ont un capital d'adipocytes qui est plus important qu'une personne qui n'a pas pris de poids pendant son enfance. Donc, il est évident que plus on a d'adipocytes dans notre tissu adipeux, plus on va les remplir facilement de gras dès lors qu'on fait le moindre écart. Après, on peut aussi prendre facilement du poids pour autre chose que du gras. Très souvent, les gens ont l'impression que du jour au lendemain, ils ont pris 1 kilo. Alors là, non, ça ne peut pas être du gras. Parce que pour avoir pris 1 kilo de gras, il faut avoir stocké 9000 calories. C'est 9 calories au gramme. 1 kilo, 1000 grammes, 9000 calories. Vous ne pouvez pas avoir stocké 9000 calories en une nuit. Et en général, quand sur la balance, le lendemain, vous voyez qu'il y a 500 grammes de plus ou 1 kilo, ce n'est pas du gras, c'est souvent de l'eau. Il se peut que vous ayez bu plus d'eau la veille que vous ne l'avez fait les autres jours. Raison pour laquelle vous pensez que vous avez pris du poids rien qu'en une nuit. Ça n'est pas le cas. Et puis, autre raison pour laquelle vous pouvez aussi prendre du poids plus qu'une autre personne, c'est que vous pouvez être devenue résistante à l'insuline. Si par exemple, vous avez pris l'habitude de manger souvent très sucré, plus vous augmentez la consommation de sucre dans votre sang, plus vous sécrétez d'insuline. Et plus vous êtes en sécrétion d'insuline permanente, plus vous devenez résistante à l'insuline. La résistance à l'insuline vous fait stocker beaucoup plus facilement que de libérer du gras de votre tissu adipeux. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai, il y a une inégalité entre les personnes. Il y a des gens qui grossissent beaucoup plus facilement que d'autres et c'est ainsi. Alors la lipolyse, c'est la capacité qu'a le tissu adipeux à perdre son gras. Autrement dit, il déstocke.
Alors c'est rudement intéressant, parce que quand on active la lipolyse, ça veut dire qu'on maigrit, on vide nos cellules adipocytaires. Alors qu'est-ce qui pourrait bien activer la lipolyse dans notre corps? D'abord, l'adrénaline, c'est vraiment l'hormone de la lipolyse. C'est pour ça que quand on fait du sport, c'est bien de faire sécréter de l'adrénaline à notre corps, parce que l'adrénaline va nous aider à vider nos adipocytes du gras qu'elle contient. Et pour sécréter de l'adrénaline, on court, on fait du sport intense, mais court évidemment, parce qu'après ça devient un stress. Donc on fait des séances de HIIT pour cracher de l'adrénaline et on récupère. Et on refait quelques secondes de HIIT et on récupère. Et on fait quelques secondes de HIIT et on récupère. Voilà. Donc ça, ce sont des séances intenses, fractionnées, qui nous font cracher de l'adrénaline. Après, il y a un autre moyen d'activer sa lipolyse, c'est de dormir. De dormir suffisamment. Ça peut vous sembler contradictoire, mais quand vous dormez bien, le lendemain, vous êtes en forme, vous êtes actif, vous avez envie de marcher, vous avez envie de monter les escaliers, vous avez envie de franchir le seuil de la salle de sport, vous avez envie de vous dépenser. Et là, vous brûlez des calories et vous sécrétez de l'adrénaline. Donc paradoxalement, pour activer la lipolyse, il faut dormir pour bien bouger et donc pour sécréter de l'adrénaline et pour activer sa lipolyse. Après, il y a ces fameux médicaments qui aident à maigrir. Certains d'entre eux, qui sont en injection sous-cutanée hebdomadaire, activent directement la lipolyse aussi, en agissant sur l'activation des enzymes dans la cellule adipocytaire qui déclenche la réaction de lipolyse. Donc vous avez aussi des médicaments qui agissent directement sur la lipolyse au niveau des adipocytes. Mais ça reste un médicament. Pourquoi manque-t-on de sommeil quand on a trop de gras? En fait, quand on a trop de gras, on en a partout. Quand on a trop de graisse, cette graisse, elle se répand partout, y compris à la paroi postérieure du pharynx, ce qui fait que quand on dort, et surtout sur le dos, ces parois vibrent et font vibrer également la luette, ce qui va provoquer le ronflement. Mais ça encore, c'est gênant pour le conjoint, mais ce n'est pas dangereux pour la santé. En revanche, quand la graisse s'accumule au niveau des parois laryngées et que, à l'occasion d'un sommeil très profond, ces parois laryngées se referment complètement, elles se rejoignent toutes les deux, ça va provoquer ce qu'on appelle une apnée, c'est-à-dire que la personne s'arrête de respirer pendant quelques secondes. Alors pendant ces secondes-là, il n'y a plus d'oxygène qui arrive dans le sang, donc le taux d'oxygène baisse et le taux de gaz carbonique monte. Et à un moment donné, au bout de 5 à 10 secondes, ce taux de gaz carbonique va tellement monter qu'il va déclencher un signal d'alarme dans le cerveau en commandant la respiration. Ce qui fait que la personne va se réveiller ou tout du moins qu'elle va reprendre sa respiration d'une façon très brutale. Voilà, ce qui peut provoquer d'ailleurs le réveil et donc la reprise de la respiration. Donc quand vous faites 5 apnées ou moins de l'heure, c'est pas grave. Mais quand vous en faites 10, 15, 20, 30, voire plus de 30 de l'heure, vous avez ce qu'on appelle un syndrome d'apnée obstructif du sommeil sévère qui met en danger votre santé. Car vos neurones et les cellules cardiaques vont être soumises pendant beaucoup trop longtemps à une baisse d'oxygénation, ce qui est un stress pour elles. Donc, avoir des apnées pendant la nuit, de façon sévère, c'est un risque de maladie cardiovasculaire. Ça augmente considérablement les risques d'infarctus et d'AVC pendant 5 ou 10 ans d'apnée non guérie ou non traitée. Alors évidemment, le risque d'apnée du sommeil est très élevé. Ça concerne à peu près 80% des personnes souffrant d'obésité. Mais on peut voir des personnes minces ayant de l'apnée. Comment on se rend compte? D'abord, quand on se réveille la nuit, en sueur, quand on se réveille dans la journée, avec souvent des maux de tête au réveil ou quand on a des maux de tête inhabituels pendant la journée. Ensuite, quand on se réveille fatigué et quand on a des gros coups de pompe en fin de journée. Ça, attention, ça peut être un signe d'apnée pendant la nuit, d'apnée du sommeil. Il est urgent dans ce cas d'en parler à son médecin et de se faire un examen qu'on appelle une polysomnographie, qui est un examen qui vous étudie vous avez plein d'électrodes partout, sur la tête, vous avez un électrocardiogramme, vous avez des électrodes également au niveau du menton, au niveau des yeux, sur la poitrine. Et pendant la nuit,
tous les appareils enregistrent ce qui se passe dans votre cerveau, au niveau du cœur, au niveau de la poitrine et sur votre visage pour voir si vous faites des apnées ou pas. Et en fonction de la fréquence d'apnée que vous pouvez faire, eh bien, le médecin va décider si oui ou non il est nécessaire de vous appareiller. Et quand on vous appareille, eh bien, ça s'appelle une pression positive continue, la PPC. C'est un masque que l'on vous met, soit uniquement au niveau du nez, soit nez et bouche, et qui va vous envoyer non pas de l'oxygène, mais de l'air. Cet appareil est sous pression, ça fait un tout petit peu de bruit certes, mais cet air vous arrive sous pression et oblige les deux parois du larynx de rester ouvertes. Ainsi, vous ne faites pas du tout d'apnée pendant la nuit. Et alors là, votre vie, elle est transformée. Plus de migraines, plus de coups de fatigue et plus d'envie de vous endormir au volant quand vous rentrez chez vous et surtout plus de risques cardiovasculaires. Et si vous maigrissez bien, peut-être qu'un jour, votre médecin vous annoncera une bonne nouvelle en vous disant « écoutez, c'est parfait, vous n'avez plus besoin de porter cet appareil, vous ne faites plus d'apnée parce que vous avez suffisamment maigri ». Donc vous voyez que ça, c'est une des complications de l'obésité, car je rappelle que l'obésité est une maladie qui, à un moment donné ou à un autre, se manifestera par l'apparition d'un diabète, d'une élévation du taux de cholestérol, d'une augmentation de la pression artérielle, peut-être même d'une souffrance cardiaque, mais également du foie gras et des apnées du sommeil, et également du risque de cancer. Donc, vous voyez, les apnées, quand on en fait, il faut les diagnostiquer et il faut absolument les traiter. Il ne faut pas le négliger. Quand je vous dis que l'obésité est une maladie, oui, et parmi les complications, il y a le cancer. Pourquoi ? Pourquoi le cancer est augmenté quand on est en situation d'obésité ? Pour plusieurs raisons. D'abord, en situation d'obésité, on est souvent en hyperinsulinémie. Il y a une résistance à l'insuline, donc dans le sang, le taux d'insuline est beaucoup plus élevé. Or, l'insuline, elle augmente la fabrication des facteurs de croissance. Et là, les cellules cancéreuses, elles adorent les facteurs de croissance parce que ça les aide à se multiplier. Et de 1. Et de 2, comme je l'ai dit, le tissu adipeux obèse, eh bien, c'est un tissu adipeux malade qui est inflammatoire et qui diffuse l'inflammation dans le corps humain. Et c'est cette inflammation de bas grade qui fait faire le lit du cancer. L'inflammation égale facteur de risque de cancer. Voilà. Troisième élément, les hormones. Je vous ai dit que le tissu adipeux avait la capacité de fabriquer des hormones sexuelles féminines. Quand une personne est en situation d'obésité, elle fabrique beaucoup trop d'estrogènes. Eh bien, les estrogènes, ils stimulent les glandes mammaires, mais souvent un peu trop, et ça peut entraîner des dérapages avec une augmentation du risque de cancer du sein et du cancer du corps de l'utérus. Mais l'obésité ne fait pas qu'augmenter les risques de ces cancers. L'obésité augmente aussi le risque de cancer du pancréas, du côlon rectum et également du rein. Donc vous voyez que vraiment, quand on souffre d'obésité, il faut absolument essayer de maigrir. Bon, c'est pas nécessaire de perdre 40 ou 50 kilos, mais déjà perdre au moins 10% de son excédent de poids, eh bien, ça arrange considérablement la santé. Alors quel est le lien entre la masse grasse et la fertilité ? En fait, le tissu adipeux possède une aromatase. L'aromatase, c'est une enzyme qui transforme la testostérone en estrogène. Et ces estrogènes, eh bien, vont contribuer à la fertilité. À tel point que lorsque l'on n'a pas assez de tissu adipeux, ce qui arrive chez les personnes qui souffrent d'anorexie, qu'elle soit mentale ou autre, il y a des gros problèmes de fertilité. Et à l'inverse, quand une personne souffre d'obésité, qu'elle a trop de tissu adipeux, trop de masse grasse, elle est en hyperestrogénie. Cette hyperestrogénie, elle n'est pas bonne ni pour l'homme, ni pour la femme. Chez l'homme, cela va contribuer à baisser l'efficacité de la testostérone, donc il y aura une diminution de la production de spermatozoïdes par les testicules. Et chez la femme, cette hyperestrogénie va perturber également l'ovulation. Donc il y a également des problèmes de fertilité chez la femme souffrant d'obésité. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il suffit de perdre 5 à 10% de son excédent de poids pour retrouver une fertilité. À tel point que, moi vous savez, je suis dans un service où on voit des personnes souffrant d'obésité morbide et où elles optent pour la sleeve ou le bypass. Donc elles vont perdre 30, 40, 50, 60 kilos et parfois même beaucoup plus sur 1, voire 2 années. Donc c'est quand même fantastique. Eh bien, nous demandons à ces personnes de prendre une contraception dans l'année qui suit l'intervention, tellement le risque de fécondation est élevé avec justement cette perte de poids. Donc ça, c'est important à savoir. Il y a un lien direct entre masse grasse et fertilité.
peut-on avoir un foie gras sans alcool? Oui. Oui, car le foie gras, c'est quoi? Alors, ça s'appelle aussi la stéatose hépatique. En fait, les cellules hépatiques peuvent être envahies de gras, et ça donne cet aspect de foie gras qu'on voit très bien à l'échographie. Et les cellules hépatocytaires, elles peuvent se gorger de gras pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la personne mange trop de gras. Donc, elle développe sa masse grasse. Ce gras se répand dans le ventre, enrobe le foie. Et comme le foie est très richement vascularisé, tous ces gros adipocytes, très vascularisés aussi, quand ils relarguent leurs acides gras, ça passe dans la veine porte et ça arrive dans les adipocytes. Et ces acides gras qui viennent des adipocytes, ils rentrent dans les cellules du foie. Et là, ils vont se reconstituer et hop, se développer en vacuoles de graisse. Bien, première chose. Donc, on mange trop gras, on grossit, le foie va devenir également trop gras. Mais on peut aussi manger trop sucré ou boire trop sucré, car dans le sucre, il y a du glucose et du fructose. Et le fructose, il a la capacité de rentrer dans les cellules hépatiques et de se transformer en triglycérides. Triglycérides qui sont les petites vacuoles de graisse des hépatocytes. Donc vous voyez que le foie peut devenir gras sans que ce soit de l'alcool, mais tout simplement parce qu'il reçoit beaucoup de gras et il reçoit beaucoup de sucre, en l'occurrence du fructose. Alors maintenant, le foie gras, est-ce que c'est mauvais pour la santé? En fait, il y a plusieurs étapes. On peut avoir un foie gras et un bilan hépatique normal. Ça va. Le foie, il gère, il pèse 1,5 kg, c'est un gros organe, il a des capacités d'adaptation, donc il n'est pas très à l'aise, il est engorgé de graisse, mais il gère. Et le bilan hépatique, il est normal. C'est parfaitement réversible. On mange moins gras, on mange moins sucré, on fait du sport, on dort bien, on maigrit, hop, le foie va se dégraisser, circuler, il n'y a plus rien à voir, formidable, on est guéri. Deuxième étape, le foie gras va cette fois-ci devenir malade. Et on le voit au bilan hépatique, le bilan devient perturbé. On va alors parler d'hépatite, c'est-à-dire que les cellules hépatiques, elles souffrent et que le foie devient inflammatoire. C'est pour ça qu'on parle d'hépatite. Tous les mots qui se terminent en it égale inflammation. Et là, on va parler de la MASH. Vous savez, avant, on parlait de la NASH, Non-Alcoholic Steatosis Hepatitis, et là, on parle de la MASH. Et le M, c'est le M de syndrome métabolique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est malade parce qu'il est trop gros ou elle est trop grosse, et donc il a du diabète, du cholestérol, de l'hypertension. Tout ça, c'est le syndrome métabolique. Et dans ce syndrome métabolique, il y a également le foie gras. Et là, le bilan hépatique, il est perturbé. Alors, ouf, c'est encore réversible, mais on commence à avoir un peu chaud. Il est temps de maigrir, il est temps de mieux manger, il est temps de plus bouger, il est temps de bien dormir. Mais c'est encore réversible. Mais si on attend trop et qu'on continue de grossir, alors là, on va passer à la phase 3. Et là, on rigole plus, parce que l'inflammation va laisser place à de la fibrose. Donc la fibrose va envahir le foie va devenir fibreux, et la fibrose, c'est quoi? C'est la cirrhose du foie. Alors, on ne fait pas une cirrhose du foie, je vous rassure, en 3 ans d'obésité. C'est au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'obésité. Là, à ce moment-là, on a une cirrhose. Et la cirrhose, mauvaise nouvelle, elle n'est plus réversible. C'est définitif. Et soit on arrive à vivre avec la cirrhose et on la stabilise, soit malheureusement, elle peut évoluer vers un cancer du foie ou une insuffisance hépatique sévère. Donc le foie a des capacités d'adaptation, mais il est quand même urgent de résoudre son problème de foie gras parce que ça peut évoluer vers une cirrhose, voire même un cancer. Alors, je vous ai beaucoup parlé du sucre et du gras, mais parlons aussi de l'alcool. Parce que très souvent, les gens sous-estiment l'apport calorique de l'alcool. Il faut savoir que quand vous buvez un verre de vin, vous avez environ 150 calories. Et dans un demi de bière, c'est pareil. Donc, vous savez, on parle souvent du ventre à bière. Ben oui, les hommes et les femmes qui boivent régulièrement de l'alcool, tous les jours, 2 verres, 3 verres. Déjà, on sait que l'alcool, c'est pas bon pour la santé parce que c'est un puissant cancérigène. Mais en plus de ça, l'alcool, il favorise la fabrication de graisse. Donc, quand vous buvez régulièrement de l'alcool, non seulement ça vous apporte des calories, mais vous activez en plus la lipogénèse au niveau des cellules adipeuses et vous freinez la lipolyse. Donc, quelqu'un qui fait un régime et qui baisse les calories, mais qui continue de boire de l'alcool, il n'arrivera jamais à maigrir parce que la consommation régulière d'alcool freine la lipolyse.
Voyez? Donc, il faut également arrêter de boire de l'alcool. Et d'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit de plus en plus de bières sans alcool. Alors, le vin sans alcool, ça n'existe pas. Et puis, de toute façon, si ça existe, c'est pas bon du tout. Mais les bières sans alcool, ça existe. Et franchement, c'est pas mauvais. Mais attention, j'attire votre attention sur un point, c'est que beaucoup de bières sans alcool contiennent du sucre. C'est-à-dire que l'industriel, il se dit, bon, ma bière sans alcool, elle risque d'avoir un petit peu moins de goût. Moi, j'ai quand même envie de vendre mes bières, donc je vais y ajouter un peu de sucre pour lui donner du goût. Et alors là, attention au piège, parce que non seulement ces bières restent assez caloriques, mais en plus de ça, vous buvez du sucre sans vous en rendre compte. Donc oui, à la bière sans alcool, mais choisissez-les bien, regardez bien la liste d'ingrédients, vous ne devez pas voir figurer le mot sucre ou fructose ou sirop de glucose. De la bière sans alcool, point barre, de l'eau, du malt d'orge, et puis c'est tout, et de la levure. Alors, maintenant, quel est le lien entre masse grasse et diabète? En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, la masse grasse, elle communique avec tous les autres organes, et elle a des relations très apaisées avec le pancréas qui sécrète de l'insuline. Très bien. Mais quand vous mangez très sucré ou très gras et que vous développez beaucoup trop votre masse adipeuse, autrement dit que vous grossissez, je vous l'ai dit, le tissu adipeux devient inflammatoire. Cette inflammation, elle se diffuse dans votre corps. Et cette inflammation va provoquer une résistance à l'insuline. Ça veut dire que toutes vos cellules, au lieu d'avoir la petite porte qui s'ouvre facilement avec la clé insuline, là, la clé insuline, elle marche beaucoup moins bien. Il va falloir que votre pancréas crache beaucoup plus d'insuline pour arriver à ouvrir la petite porte et faire rentrer le glucose dans les cellules. Ce qui fait qu'au début, vous êtes tout le temps en hyperinsulinémie, vous voyez monter votre indice OMA et c'est au prix d'une élévation de l'insuline que vous arrivez à garder vos glycémies normales. Ça va. Votre médecin vous rassure en vous disant « Madame ou Monsieur, votre glycémie est normale, tout va bien ». Sauf que vous dites « Bon sang, mais j'ai un indice OMA élevé avec une glycémie normale. » Ben oui, ça veut dire que votre pancréas, il sécrète beaucoup d'insuline pour arriver à ce que vous ayez une glycémie normale. Ça, c'est la première étape. C'est pas normal que votre indice OMA soit élevé. Il est urgent que vous mangiez moins sucré, que vous perdiez du poids et que vous fassiez du sport. Deuxième étape, votre glycémie se met à monter un peu. Ben oui, l'insuline, elle suffit plus. Elle a beau tourner dans la serrure, à un moment donné, la porte ne s'ouvre plus et le glucose reste dans le sang. Et là, vous êtes en état de pré-diabète. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une glycémie à 1 gramme, elle se met à monter tout doucement. 1,5 gramme, 1,05 gramme, 1,10 gramme. Et là, le médecin vous regarde en vous disant « Attention, il est important de maigrir et changer vos comportements car vous êtes en prédiabète. » Et si la situation s'aggrave encore plus, là, l'insuline, elle n'arrive même plus à ouvrir la porte. Donc là, le glucose reste dans le sang. Et là, vous vous tapez des glycémies à plus d'1,26 gramme et vous êtes devenu diabétique. Donc vous voyez qu'il y a un lien très net entre le surpoids et évidemment l'obésité, puis l'inflammation, puis la résistance à l'insuline, puis l'indice OMA qui monte, puis les glycémies qui montent, jusqu'au point d'arriver à un taux de plus d'1,26 gramme qui est la signature du diabète. Donc la solution pour éviter d'en arriver au diabète, c'est tout simplement de faire du sport et de manger moins sucré. Ainsi, vous freinez la production d'insuline, vous développez votre masse musculaire. N'oublions pas que les muscles, ils sont très friands de glucose. Plus vous faites travailler vos muscles, plus ils se nourrissent de glucose et moins il y en aura dans votre sang. Donc, mangez moins sucré, faites des repas à index glycémique bas, faites du sport pour que vos muscles mangent le glucose et vous ne serez plus diabétique, ou du moins vous éviterez d'arriver à la situation du diabète. Alors, les solutions. Première solution, identifier les raisons pour lesquelles on a pris du poids. Les raisons, elles sont nombreuses, mais quand on identifie la raison, on trouve la solution. Problèmes psychologiques, stress psychologique, solitude, séparation, divorce, harcèlement. Vous savez bien qu'on mange ses émotions. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance psychologique et qui prennent du poids à cause de ça. Quand on est conscient de ce problème, on essaie de s'en débarrasser. Il faut se faire aider, il faut se faire encadrer, psychologue, psychiatre, psychothérapie, mais la perte de poids ne peut se faire qu'au prix de la correction de ces souffrances psychologiques. Tant qu'on est en souffrance,
on reste des grignoteurs, des compulsifs et on reste en surpoids. Si on ne résout pas ce problème-là, on aura toujours un problème avec son poids. Deuxième cause possible, les médicaments. Vous prenez des médicaments, des antidépresseurs entre autres, ça vous fait prendre du poids, ou la pilule, ou des contraceptifs, ou un traitement hormonal. Vous voyez que vous prenez très vite du poids. Il faut le signaler à votre médecin, qui vous donnera un traitement qui vous fera peut-être moins grossir. Les corticoïdes aussi font énormément grossir, donc il faut le signaler et faire attention à ce qu'on mange quand on prend ces traitements. Troisième possibilité, l'hypothyroïdie. Vous avez pris du poids, vous vous sentez pas bien, vous êtes fatigué, vous perdez vos cheveux, vous êtes constipé, vous souffrez, vous avez tout le temps froid. Il peut s'agir d'une hypothyroïdie. Il faut en parler au médecin, il va faire un bilan thyroïdien, on vous trouve une hypothyroïdie, on vous soigne. Vous prenez du lévothyrox ou de la L-thyroxine, vous allez reperdre les kilos pris. Mais ça peut être aussi un problème de comportement. Vous mangez trop gras, trop sucré, vous bougez pas assez, vous dormez pas assez. Tout ça sont des facteurs de risque de prise de poids. Il faut en être conscient ou si vous ne l'êtes pas, il faut vous faire aider par des personnes qui feront les diagnostics. Donc ça peut être des professionnels de santé ou des napsothérapeutes qui, avec des questionnaires bien précis, vous aideront à identifier les erreurs de comportement alimentaire, le niveau d'activité physique ou sportif et la qualité de votre sommeil. Et ils sauront vous donner les conseils qui vous permettront de reperdre du poids. Mais admettons que vous soyez en situation d'obésité, avec un IMC élevé, supérieur à 30, ou un tour de taille important, c'est-à-dire plus de 80 cm pour madame ou plus de 94 cm pour monsieur. Ceci montre bien que vous avez un ventre trop important, donc trop de graisse abdominale. Donc votre santé est en danger. Et si votre IMC est supérieur à 30, je rappelle que l'IMC, c'est le rapport du poids sur la taille au carré, en mètres carrés. Quand il est compris entre 25 et 30, vous êtes en surpoids modéré. Il peut ne pas y avoir de problème du tout pour votre santé et vous pouvez être en très bonne santé. En revanche, quand il est supérieur à 30, ça y est, vous êtes entré dans l'obésité. Et là, cette obésité, comme je vous le disais, c'est une maladie. Vous risquez gros si vous ne vous en occupez pas à un moment. Vous identifiez la cause, vous trouvez une solution. On vient d'en parler. Vous pouvez faire appel aussi quand vous avez tout essayé. Vous avez fait des régimes toute votre vie. Vous avez maigri, vous avez repris davantage. Ce sont les fameux régimes yo-yo. Bon, vous faites du sport, mais vous ne pouvez pas en faire beaucoup. Vous avez 20 kilos de plus, vous êtes crevé, vous avez beaucoup de mal. Vous dormez mal parce que justement cette obésité, elle altère la qualité de votre sommeil. Bon, bref, vous n'en pouvez plus et vous n'y arrivez plus. Eh bien, vous avez encore deux solutions. Les médicaments et la chirurgie bariatrique. Alors, ces médicaments, ce sont des analogues du GLP-1, les incrétines. Les incrétines, ce sont des molécules que vous avez déjà dans votre corps et qui communiquent avec votre tube digestif et votre cerveau. Mais dans ces médicaments, ces molécules sont en quantité très concentrée et elles sont donc beaucoup plus efficaces. Alors comment elles agissent pour vous faire maigrir? Car oui, elles vous aident à bien maigrir. En moyenne, sur 1 an de traitement, à raison d'une injection par semaine, eh bien vous pouvez espérer perdre entre 20 et 25% de votre poids. Autrement dit, si vous pesez 100 kg, vous pouvez espérer perdre entre 20 et 25 kg. Soit à peu près sur 1 an, ça fait entre 2 et 3 kilos qui sont perdus par mois. C'est donc une perte de poids conséquente. Ces molécules, elles agissent de façon différente. Premièrement, elles ralentissent le transit. Ça veut dire que votre estomac met beaucoup plus de temps à se vidanger, donc vous calez beaucoup plus vite et vous vous sentez rassasié pendant beaucoup plus longtemps. Donc vous n'avez plus envie de grignoter entre les repas. Ça peut d'ailleurs au passage provoquer un peu de constipation. Il ne faut pas vous en étonner, c'est un effet secondaire qui est tout à fait classique. De plus, ces médicaments, ils agissent au niveau du cerveau et ils diminuent l'envie de manger sucré. C'est radical. Vous êtes très attiré par le grignotage sucré, vous avez des compulsions au sucre, vous prenez ce type de médicament, vous n'avez plus du tout envie de manger sucré, c'est assez magique. Et enfin, certains de ces médicaments agissent directement au niveau de tissu adipeux en activant la lipolyse, donc le déstockage des graisses. Donc c'est pour ça que ces médicaments sont efficaces, mais ils ne doivent être prescrits que par un médecin et sur ordonnance parce qu'il y a un respect des contre-indications. Les contre-indications, quelles sont-elles? C'est l'existence déjà d'un foie malade ou d'un pancréas malade, car dans 5% des cas, il y a des complications qui peuvent être très graves. Hépatite ou pancréatite biliaire, donc il vaut mieux pas avoir ça.
Donc d'abord, c'est le médecin qui doit savoir si oui ou non la personne peut bénéficier de ce type de médicament. Ensuite, il faut qu'il y ait un suivi. On ne se débrouille pas pour se les procurer en se disant « je vais faire ma petite sauce moi-même et je vais m'écrire dans mon coin ». Pas du tout. Parce que cela peut tellement diminuer votre envie de manger que ça peut provoquer des carences, de la fonte musculaire, ça peut vous faire sauter des repas. Et donc, vous pouvez être extrêmement fatigué et avoir des problèmes de santé. Donc, il faut être suivi par un professionnel de santé et être vu régulièrement, idéalement tous les mois. Et puis ensuite, on voit à quelle vitesse donc vous perdez du poids. Et ensuite, la question qui se pose, c'est que va-t-il se passer quand je vais arrêter ? Parce qu'il y a bien un moment donné où on va arrêter. D'abord, ça coûte très cher. Ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie pour le moment. On verra plus tard, mais pour le moment, ça coûte assez cher. Donc, à un moment donné, on se dit, et puis, bon, on ne va pas se piquer toute sa vie non plus. Donc, le corps finit par s'y habituer. Ce qui fait qu'au bout d'un an, on finit par ne plus maigrir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête ? Souvent, quand on arrête, on reprend les kilos perdus. Mais, sauf si, comme je le fais, on rediminue progressivement les doses pour arriver à ne plus avoir de doses. Donc, ça se fait progressivement. On repart en arrière et puis on essaie de garder les bons comportements qu'on a acquis pendant sa perte de poids. C'est ainsi que, dans ces conditions, on va limiter la reprise de poids. Maintenant, s'il y a contre-indication à la prise de ces médicaments, ou si vous ne souhaitez pas le faire, ou si vous n'avez pas les moyens de le faire, il existe la chirurgie bariatrique. Chirurgie bariatrique qui consiste à vous opérer de l'estomac en vous faisant soit une sleeve, soit un bypass. Alors, l'anneau gastrique, on ne fait plus, parce qu'on s'est rendu compte, c'est un truc qui remonte à 20 ans maintenant, qu'on avait plein de problèmes avec les anneaux gastriques, ils migrent, ils rentrent dans la paroi de l'estomac, on est obligé de les enlever, ça se passe dans des très mauvaises conditions. Bon, bref, on arrête la pose d'anneau gastrique et les ballons intragastriques, ça ne marche pas non plus. Bon. Donc, il reste la sleeve ou le bypass ou l'applicature, mais je vais surtout vous parler de ces deux interventions. La sleeve, ça consiste à vous faire un estomac beaucoup plus petit. Le diamètre de l'estomac en temps normal, c'est 12 cm. Quand on vous enlève une grande partie de l'estomac pour avoir quasiment un tube, il ne reste plus que 3 à 4 cm de diamètre. Donc forcément, ça se remplit beaucoup plus vite. Donc vous mangez à peu près la moitié de l'assiette que vous aviez l'habitude de manger et vous vous sentez très rassasié. Donc ça cale très vite. Pour vous éviter les carences, on va donc fractionner votre alimentation et vous proposer de manger des petites quantités en 5 fois sur la journée. Petit déjeuner, collation à 10 heures, laitage et fruits, un repas avec un petit peu de viande, poisson, œufs, mi-légumes, mi-féculents. Ensuite, en milieu d'après-midi, on prend le dessert qu'on ne pouvait pas prendre au repas puisqu'on était calé. Donc, on prend le fromage, le pain et le fruit. Et le dîner, très léger aussi, un petit peu de viande, poisson, œufs et puis mi-légumes, mi-féculents. Donc, évidemment, pour les hommes, alors ça donne des pertes de poids qui sont magistrales. C'est 40, 50, 60 kilos perdus dans l'année qui a suivi l'opération. Parce que le gros mangeur qui avait l'habitude de prendre 3000 calories par jour, il se retrouve avec des apports de 1200, 1500 calories. Donc évidemment, la perte de poids, elle est très importante. Chez la femme aussi, ça peut être une perte de poids très très importante aussi. Ça dépend un peu de chacun. Ça, c'est pour la sleeve. Ça peut provoquer des petits reflux, c'est pour ça que c'est contre-indiqué chez les personnes qui ont déjà des reflux. Puis sinon, on fait un bypass, qui est un montage chirurgical différent, qui provoque une malabsorption, une perte de calories dans les selles et qui suppose une supplémentation vitaminique à vie. Bref, cette chirurgie bariatrique, elle est très efficace. Dans 80% des cas, les gens vraiment maigrissent beaucoup et sont très reconnaissants parce que ça leur change la vie. Tout d'un coup, c'est une deuxième chance qui leur est offerte de repartir dans la vie en ayant 40 kilos de moins. Ils retrouvent le bonheur de marcher sans être essoufflé, de pouvoir faire du sport, de pouvoir retrouver un corps qui leur fait plaisir, bien que certains ont encore un petit peu de mal à se faire à cette nouvelle image corporelle. Mais c'est la raison pour laquelle on prend notre temps avant de les opérer. On prend au moins 6 mois de protocole avant pour s'assurer que l'indication, elle est bonne. Et puis ensuite, c'est le suivi. Ces gens-là, ils sont suivis. Ils sont suivis par le médecin, par le chirurgien, par la diététicienne, par la psychologue. Et ça, ce suivi, c'est un peu la garantie, c'est même beaucoup la garantie du succès de ces opérations.
Voilà, donc vous voyez que maintenant, l'obésité, quand elle est installée, et elle représente quand même maintenant, l'obésité, elle touche quand même une personne sur 6 en France. Hein. C'est un problème qui ne fait qu'augmenter, il y a de plus en plus de personnes souffrant d'obésité. Eh bien, nous avons de plus en plus de moyens maintenant de les traiter avec ces médicaments et cette chirurgie bariatrique. Mais je voudrais conclure en disant que, tout d'abord, autant l'obésité est une maladie et il faut la combattre par tous les moyens, autant le surpoids modéré, ça n'est pas une maladie. Ça n'est pas parce que vous avez quelques kilos en trop qu'il faut vous acharner sur votre gras. On peut être en surpoids modéré et être en très bonne santé. Il suffit d'être en accord avec son corps, de se sentir bien. Après tout, c'est très beau d'avoir des rondeurs. Et puis, si on mange bien, si on bouge et que l'on fait du sport, et si on dort bien, on peut avoir un bilan sanguin nickel. Moi, je connais des personnes qui ont pris 10 kilos dans leur vie, mais qui sont en parfaite santé. Hein, elles font tout ce qu'il faut pour cela. Et elles sont souvent en bien meilleure santé métabolique et cardiovasculaire que des gens qui sont minces et qui se disent « Oh, ben moi, il n'y a pas de danger que je grossisse » et qui mangent n'importe quoi et qui sont sédentaires et qui massacrent leur sommeil. Donc la santé, ça n'est pas qu'un chiffre sur la balance, c'est un tout. Voilà. Et quand on mange bien, que l'on bouge et que l'on dort suffisamment, eh bien, on est en bonne santé, même si on a quelques kilos de trop. Ça, c'est la première chose. Donc, obésité, maladie, on traite. Surpoids modéré, on peut être en très bonne santé et on peut être très heureux et vivre avec ça. Et il ne faut surtout pas déséquilibrer son corps à coups de régimes qui vont déséquilibrer les métabolismes. Troisième chose importante, c'est la prévention. Parce que autant il est facile de perdre 2 kilos, autant il est difficile d'en perdre 40. Eh bien, la prévention, ça commence pendant l'enfance. Ne laissez pas vos enfants grossir. Dès que vous voyez qu'un enfant s'arrondit, revoyez son alimentation. Il mange probablement trop gras et trop sucré. Il ne se dépense probablement pas assez. Faites faire du sport aux enfants. Ils adorent ça. Faites-les bouger. Ils sont faits pour le mouvement. Et surtout, préserver leur sommeil. Je vois beaucoup trop de familles où les enfants se couchent de plus en plus tard. Les professeurs et les instituteurs ou institutrices sont choqués de voir la quantité d'enfants qui n'arrivent plus à suivre en classe, mais même à partir de 10 heures du matin, parce qu'ils sont en manque chronique de sommeil. Un enfant a besoin de 10 à 11 heures de sommeil. Un enfant doit être au lit à 20 heures au plus tard. Il ne doit pas se coucher à 22 heures. Il doit être à 20 heures au lit au plus tard. Cette discipline, elle est très importante. Ne laissez pas passer les années. Ne laissez pas votre enfant et votre adolescent grossir. Réagissez très tôt. Ça, c'est pour l'enfance et l'adolescence. Concernant l'adulte, il peut arriver des tas de problèmes dans la vie. Personne n'est à l'abri de prendre du poids. Mais réagissez vite, pesez-vous régulièrement. Moi, je dirais, allez, sans en faire une psychose, ayez une balance chez vous, pesez-vous 1 fois par mois. Voilà. Et dès que vous voyez que vous prenez du poids, eh bien, réagissez tout de suite. Comprenez ce qui se passe. Divisez par 2 votre consommation de sucre. Mangez moins gras. Arrêtez l'alcool en semaine. Prenez un petit verre de vin le week-end, il n'y a aucun problème. Augmentez votre niveau d'activité physique, marchez tous les jours, faites du sport 2 à 3 fois par semaine et surtout, couchez-vous avant minuit. Ayez vos 8 heures de sommeil. Si vous appliquez les principes de la napsothérapie, ça vous aidera à rester en bonne santé et à contrôler votre gras. Ce gras qui est votre ami si vous le contrôlez. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que je viens de sortir mon livre « Le monde merveilleux du gras ». Pour tout savoir sur ce gras qui vous habite, pour tout comprendre ses rôles, ses mécanismes de régulation, comprendre les raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des kilos en trop, et parce que vous savez que pour bien agir, il faut d'abord bien comprendre. Puis je vous donne plein de solutions pour donc réguler votre poids et être et rester en bonne santé. Voilà. Donc je vous le conseille vivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Vous verrez, il est très drôle. Vous voyez là ici, c'est le petit Robert là. Alors Robert, c'est un adipocyte. C'est un adipocyte avec lequel je parle. Et ça me permet finalement de vous expliquer plein de choses sur un ton très agréable à lire. J'ai aussi des illustrations qui sont vraiment très chouettes. Vous voyez les petits adipocytes là, ils sont très sympas. Donc vous allez apprendre tellement de choses sur le gras de votre corps. Franchement, ne passez pas à côté de ce livre parce que c'est vraiment une petite pépite. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez dès maintenant le commander via le lien qui se trouve dans ma bio.
Alors voilà, je vous en souhaite une très bonne lecture. Prenez autant de plaisir à le lire que j'ai eu à l'écrire. Et vraiment, ce livre, il est pour vous.